Alors, déjà, j'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie, que ça va pas être comme les collégiens juste avant la cantine quand il y avait frites le midi, et que vous avez encore un petit peu d'attention à m'accorder. Alors, ma communication au niveau de la thématique, il faut oublier la chevalerie, il faut oublier les batailles. Moi, je vais vous parler de la petite paysannerie et je vais vous parler aussi des curés de campagne. Donc, ce qu'il se passe sur le terrain dans cette période de crise pour la paysannerie, pour les tenanciers tout simplement, mais également pour les tout petits établissements religieux, les petits prieurés. Alors, la question de cette reconstruction. Il faut d'abord, bien sûr, que je vous parle aussi des malheurs du temps, ce qu'on appelle les malheurs du temps, c'est-à-dire tous les problèmes que peuvent rencontrer les paysans, mais également les religieux durant cette guerre de 100 ans et comment ils vont progressivement et par étapes, finalement, reconstruire dans un sens qui est ici très large. Ça va être bien sûr reconstruire les bâtiments, on le verra, mais ça va être aussi se reconstruire financièrement et reconstituer également les domaines, hein, puisqu'on va avoir beaucoup de terres qui vont être abandonnées durant cette période. Donc, je vais prendre comme exemple la communauté religieuse que je connais très bien, celle des petits prieurés de Saint-Victor de Paris. Quand je vous parle de petits prieurés, c'est parce qu'il y a très peu de chanoines qui s'y trouvent, généralement 1 à 5 chanoines maximum, mais qui possèdent des petites parcelles de pouvoir de la grande abbaye Saint-Victor de Paris et qui gèrent des domaines très vastes et qui ont donc des tenanciers également très nombreux. Bien sûr, je ne parlerai pas uniquement des Victorins, je vous ferai également des petits aperçus pour vous montrer aussi ce qu'il se passe, notamment du côté des Clunisiens. Alors, il faut savoir que les facteurs des crises à la fin du Moyen-Âge sont multiples. Bien sûr, il y a le phénomène guerrier, mais il y a également les épidémies, il y a également les problèmes d'approvisionnement, et on va le voir, mais pour les petites communautés religieuses qui possèdent des terres, il va y avoir aussi le problème du dépeuplement des seigneurs. C'est très difficile de faire marcher un domaine quand on n'a plus personne pour cultiver. Donc on va avoir véritablement une conjonction de problèmes qui vont être à l'origine des difficultés économiques pour ces petites communautés. Alors, je m'intéresserai plus particulièrement, comme exemple concret, on va dire, au prieuré de Bray-sur-Odette, que certains connaissent peut-être, hein, qui est situé entre Senlis et Crépy, et qui possède notamment les les villages de Chamicy, de Rully et de Bray. Donc c'est un petit prieuré, mais c'est un prieuré qui a une dotation qui est importante et qui gère en réalité 3 villages qui font partie de sa seigneurie. Alors, je vais commencer rapidement par vous présenter une périodisation de cette reconstruction. Ensuite, je vous montrerai concrètement dans les documents, dans les sources, quel est l'impact des crises sur les prieurés victorins. Et enfin, les solutions qu'on va essayer de mettre en place pour répondre à ces différents problèmes. Tout d'abord, au niveau de la chronologie de la période de crise. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les dates et toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais il faut savoir que la situation commence à se dégrader à partir de 1315. En réalité, ça ne commence pas avec l'ouverture officielle, on va dire, de la guerre de 100 ans en 1337. Les difficultés pour les paysans, pour la paysannerie, commencent bien plus tôt, et notamment à partir de la crise frumentaire qui va avoir lieu à partir de 1317. Donc on va avoir ici une conjonction de facteurs, ces crises frumentaires, mais également les phénomènes guerriers et épidémiques. On va le voir, il faut savoir que les sources vont énormément insister sur les phénomènes guerriers et épidémiques, mais les sources restent toujours très vagues. Donc on a beaucoup de difficultés à savoir concrètement quelle est l'origine réelle des problèmes. On va le voir, c'est notamment lié aussi à la nature de ces sources. La Picardie, bien sûr, est particulièrement touchée, hein, puisqu'elle a été le théâtre également de batailles, notamment une petite bataille, la bataille de Crécy, qui n'est pas très connue, mais c'est pas la peine de retenir. D'autres batailles également, comme on l'a vu ce matin avec la communication de M. Schnerb, on va avoir aussi les grandes compagnies désœuvrées durant les périodes de trêve, qui vont également vivre sur le pays.
Donc, ils vont s'installer dans des petites bases et qui vont finalement piller, ravager, qui vont, comme elles ne sont plus soldées, qui vont véritablement vivre sur le pays. Donc, même lors des périodes de trêve, en réalité, il est très difficile pour les paysans et pour les chanoines d'entreprendre des tentatives de reconstruction. On va voir qu'ils vont le faire, mais à chaque fois, ce sont des tentatives de reconstruction un petit peu hésitantes et un petit peu hâtives. On va essayer de parer au plus pressé, parce qu'on n'est pas sûr que la situation ne va pas se dégrader à nouveau. Ça, c'est la première chose. Donc si on va ensuite sur la chronologie de la reconstruction, on va avoir un premier élan de reconstruction qui va avoir lieu entre 1370 et 1420. Alors on va profiter de la paix de Bretigny, de tous les mécanismes de reconstruction. Donc, cette première période de reconstruction, elle porte en germe les prémices en fait de la véritable reconstruction qui va avoir lieu vers 1460-1530. Donc en fait, on va avoir des mécanismes, notamment, on va voir le développement de, de nouvelles méthodes de gestion qui vont commencer vers 1370 et qui vont être pérennisées à partir de 1460. Donc on va commencer à développer de nouvelles choses pour essayer de répondre à ces situations exceptionnelles. Et ça va être véritablement pérennisé à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Alors, cette pleine reconstruction, quand je vous parle de 1460, 1530, c'est véritablement une fourchette. D'accord? C'est quelque chose qui est finalement à l'échelle de chaque ville, chaque village en Picardie, chaque communauté religieuse. C'est quelque chose qui va avoir une chronologie fine qui va être très différente. Je vous prends l'exemple ici des établissements clunisiens, par exemple à Montdidier. On voit véritablement une reconstruction très précoce dès 1445. Alors, je me permets de le faire passer là parce qu'avec les escaliers du côté, c'est vraiment. Vers 1445, alors que, en revanche, à Saint-Pierre-Saint-Paul-d'Abbeville, ce n'est que vers la fin des années 1450 que la reconstruction commence. De même, à Crépy-en-Valois, donc qui est non loin du prieuré de Bray, dans l'établissement clunisien du lieu, à la fin des années 1460, on n'a toujours pas commencé à reconstruire. Donc vous pouvez avoir un décalage de 10, 15, même 20 ans dans la reconstruction selon les établissements religieux. D'accord? On le verra, mais c'est souvent lié également à la personne qui est en charge de l'établissement religieux. On va avoir certains prieurs qui vont être particulièrement énergiques et qui vont mener des reconstructions très précoces et très efficaces. On a d'autres qui vont un petit peu moins faire les choses correctement. Alors, comment on arrive à dresser un tableau de la reconstruction? Tout simplement en additionnant, on va dire, plusieurs types d'indicateurs. Tout d'abord, les documents de type renonciation. On va avoir tout simplement des tenanciers, des paysans qui vont renoncer à leurs terres parce qu'ils ne peuvent plus les gérer, ils n'ont plus les moyens de les conserver. On va avoir également ce qu'on appelle des constitutions de rente. Tout simplement, quand on a un endettement qui est trop important, eh bien, on va charger sa propriété un petit peu comme des hypothèques. On va avoir également les procès. Au moment de la reconstruction, les chanoines vont essayer de récupérer tout l'argent qu'ils ont perdu durant les conflits. Et bien sûr, ça va être avec de très nombreux procès. Ces procès sont également foisonnants en détails très importants parce que ceux qui doivent de l'argent vont bien sûr se défendre en mentionnant le fait qu'ils ne peuvent pas payer parce qu'ils ont trop souffert à cause des guerres et des épidémies. On va avoir également les baux. Au moment où la situation économique est bien rétablie, on va avoir une multiplication de baux. Donc les paysans vont revenir dans les seigneuries et on va leur louer des terres. Et ensuite, nous avons les déclarations de biens. Les déclarations de biens, réellement, en tout cas pour les prieurés victorins, ça marque la fin de la reconstruction économique. Les seigneuries sont assez rétablies, et donc on va systématiquement demander des déclarations de propriété aux paysans
pour s'assurer qu'ils payent en temps et en heure et pour avoir également un bilan des rentes et des cens qu'ils doivent aux prieurs et aux autres chanoines. Tous ces documents pour Saint-Victor de Paris, pour ces prieurés, sont très nombreux. En tout, j'ai pu examiner 1609 documents de ce type pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu comment se passe la reconstruction dans les petits prieurés de campagne, à la fois pour les chanoines, mais aussi pour les paysans qui travaillent pour eux. Ce qui n'est pas toujours facile parce que dans les sources, on parle beaucoup des chevaliers, on parle beaucoup de la noblesse, la paysannerie, c'est beaucoup plus compliqué et on va forcément devoir rentrer par le biais des sources comptables ou également des procès ou des baux pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu leur mode de vie et puis également comment ils ont pu subir cette situation, la guerre de 100 ans. Donc, je vous montre ici la répartition tout simplement des documents que j'ai pu étudier pour l'ensemble des prieurés, tous ces indicateurs qui parlent de la reconstruction économique. Alors, je viens maintenant au vif du sujet. Donc, d'abord, vous montrer les différentes causes invoquées dans les documents. Tout d'abord, première chose qui paraît assez logique, on a beaucoup de mentions de bâtiments ruinés dans les seigneuries qui dépendent des prieurés. Alors, les mentions de ruines, elles sont nombreuses, mais elles sont délicates d'interprétation. Les bâtiments ruinés, pendant longtemps, on a attribué ça aux destructions, au passage des gens de guerre, durant les chevauchées, mais ça peut être également durant le déplacement d'armées en campagne. En réalité, la majorité des ruines qui sont mentionnées dans ces documents sont bien plus liées à une situation financière mauvaise qui ne permet pas l'entretien correct des bâtiments. D'accord? Les chanoines n'ont plus assez d'argent. Comme ils n'ont plus assez d'argent, il y a une partie de leur bâtiment qui tombe en ruine, tout simplement. Donc ce n'est pas parce qu'il y a dans les sources des mentions de bâtiments ruinés que cela signifie qu'ils ont été détruits par le passage de soldats. Hein? En réalité, la majorité de ces bâtiments ruinés, c'est un manque d'entretien. Alors, c'est toujours lié à la guerre, puisque si on n'avait pas un contexte de crise aussi compliqué, eh bien, ils auraient eu des rentrées d'argent régulières comme c'était le cas auparavant. Mais là, ils n'ont plus la situation financière qui permet en réalité d'entretenir les bâtiments. Vous voyez, par exemple, je vous ai mis une première citation, c'est l'extrait d'un procès en 1423, c'est un habitant, c'est un paysan de l'un des villages qui dépendent du prieuré de Bray, le village de Rully, qui va se défendre parce qu'il n'a pas payé ce qu'il doit aux chanoines depuis 10 ans. Et il se défend en disant, mais en réalité, à cause, je vous ai souligné les mots importants, à cause des guerres, à cause des pestilences, donc à cause des épidémies, eh bien, il a subi, ainsi que les autres paysans du village, des pertes, et il y a besoin de grands travaux, sauf que les habitants n'ont pas osé finalement réparer. Pourquoi? Parce que le contexte est toujours instable. Il n'y a pas assez d'argent. On parle ici de grande pauvreté. D'accord? Donc, vous voyez, ce sont toujours des termes assez vagues, c'est un petit peu difficile à chaque fois de savoir exactement ce qu'il y a derrière ces mots. Mais en tout cas, ici, ce qui ressort, c'est le problème d'argent. D'accord? La citation numéro 2 vous montre également ici le problème de dépeuplement, qui est la deuxième cause qui aggrave finalement le manque d'argent. Les habitants, vous voyez, des 3 villages qui dépendent du prieuré n'avaient osé demeurer ni réparer sur les lieux et n'avaient pu labourer ni commercer. Donc pas de commerce dans les villages, les terres sont restées en friche et finalement on parle même de populations qui partent des villages. Donc ces bâtiments ruinés finalement sont liés surtout au dépeuplement, au manque d'argent et parfois, bien sûr, au passage de gendarmes, mais c'est très dur de séparer finalement les bâtiments détruits par le passage des soldats et les bâtiments qui sont finalement ruinés parce qu'ils ont été mal entretenus. Ensuite, les difficultés financières. Alors, au Moyen-Âge, on vit à crédit. Au Moyen-Âge, être endetté, ce n'est pas quelque chose de rare, ce n'est pas quelque chose de grave. Sauf si l'endettement, il est incontrôlé et qu'il est à un stade, si vous voulez, où ça devient difficile de gérer son domaine. Or, ici, les prieurés victorins, par rapport aux registres de comptes qui ont pu être conservés,
ont régulièrement un endettement modéré avant la guerre de Cent Ans, mais ils ont un endettement aggravé au XIVe, XVe siècle. Ce problème d'argent est lié, bien sûr, indirectement au conflit, puisqu'on a moins de commerce, on a des terres qui retournent en friche, mais il faut savoir aussi que c'est lié à la désorganisation des communautés religieuses. Il y a aussi des problèmes de gestion interne, si vous voulez. On est dans un tel contexte de crise que parfois les prieurs, tout simplement, font mal leur travail. Alors, c'est pas forcément parce qu'ils souhaitent mal le faire, c'est aussi parce que, par exemple, ils vont devoir quitter leur prieuré pour se mettre à l'abri dans une autre ville de proximité, puisqu'il s'agit de petits prieurés implantés généralement soit en pleine campagne, soit même en pleine forêt. Donc des petits établissements isolés qui pourraient être la cible de brigands ou de soldats désœuvrés. Donc on va avoir aussi parfois ces instants de précaution où les prieurs vont partir de leur établissement pour aller habiter ailleurs et gèrent moins bien également les terres. Donc on a ce problème d'endettement. Les capacités financières sont beaucoup plus limitées forcément puisqu'on a un endettement aggravé. Alors, je vous montre un exemple concret ici avec les prieurs de Bray, puisque les prieurs de Bray, ils s'acquittent d'une rente annuelle envers la chapelle de la Madeleine, qui est une petite chapelle située à proximité du prieuré, depuis le XIIIe siècle. Depuis le XIIIe siècle, ils ne bronchent pas, ils donnent tous les ans l'argent, alors c'est pas de l'argent, c'est de l'avoine, qu'ils doivent tous les ans à la chapelle de la Madeleine. Ça n'a jamais posé problème depuis le XIIIe siècle. Or, des procès en chaîne commencent à partir de 1463 parce que le prieur ne paye plus la rente et il dit lors des procès qu'il n'en a pas les capacités et qu'il n'a pas assez de grains pour payer ce qu'il doit à la chapelle de la Madeleine. Alors, 1460, c'est le début de la reconstruction économique. Je vous l'ai dit, ce n'est pas étonnant. La rente, elle n'est plus payée depuis très longtemps, mais comme on était dans une situation encore instable, on n'a pas entamé de procès avant la période de la reconstruction. D'accord ? À la fin du XVIe siècle, le prieur, il n'a toujours pas payé ce qu'il doit à la chapelle de la Madeleine. Les procès sont encore en cours. Il faut savoir qu'on a beaucoup de documents pour le prieuré de Bray. Le prieur dit qu'il n'a pas assez d'argent, qu'il a à peine de quoi subvenir à ses moyens, il a à peine de quoi nourrir ses chanoines. En réalité, quand on regarde tous les autres documents à côté, le prieuré de Bray, Saint-Victor de Paris a 16 prieurés. Le prieuré de Bray, c'est le 3e prieuré le plus riche à la fin du Moyen-Âge de Saint-Victor de Paris. Donc, il y a aussi parfois, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on invoque dans les procès oh, « je ne peux pas payer, vous savez, la guerre », bon, c'est bien beau, mais parfois il y a aussi un petit peu de mauvaise foi, c'est-à-dire que parfois on saute sur l'occasion pour essayer de se débarrasser d'une somme d'argent gênante que l'on paye depuis très très longtemps. Et on va essayer finalement de supprimer ce droit ancestral en argumentant sur le fait qu'on ne peut pas donner ce droit. Donc là, il faut faire vraiment très attention parce que ces difficultés financières, les prieurs, ils en jouent aussi un petit peu. Elles sont réelles, mais la situation n'est parfois pas aussi dramatique qu'elle peut être dépeinte lors des procès. Bien sûr, c'est lié au problème d'argent, la rétraction du domaine agricole, les terres sont tombées en friche. Ce qui est le plus problématique, c'est pour le vignoble, puisque les prieurés victorins possèdent beaucoup de vignobles. Le vignoble, ça rapporte beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'une pièce de vigne demande énormément d'entretien. Et il faut compter en moyenne 3 ans pour pouvoir, 3 ans de remise en état, de soins, pour pouvoir avoir une première récolte. Donc à partir du moment où une pièce de vigne est abandonnée, c'est beaucoup plus difficile de la remettre en culture, ça coûte beaucoup plus cher que du blé, que des céréales. Donc forcément, on va avoir les terres céréalières qui sont touchées, mais également le vignoble. C'est lié au problème de main-d'œuvre, au dépeuplement dont je vous ai parlé. On n'a pas assez de personnes pour labourer, on n'a pas assez de personnes pour entretenir toutes les vignes. Ensuite, la perte de documents importants, c'est le dernier aspect. Ça, c'est très variable selon les communautés religieuses, c'est très variable selon les prieurés à l'intérieur d'une communauté religieuse. En tout cas, clairement, les archives sont bouleversées pour les prieurés victorins. Et c'est comme ce que je vous ai dit avant, les opportunités.
la situation de crise, ça crée des opportunités. Et on va avoir des procès durant la reconstruction parce que certains droits acquis par les chanoines depuis le XIIe siècle vont être contestés à la fin du XVe siècle parce que les chanoines ne savent pas où sont les papiers qui prouvent qu'ils possèdent ces droits. On a réellement une désorganisation des archives. Il faut dire que on a un gros problème, c'est que Saint-Victor de Paris essaye de centraliser le plus possible les archives de ses dépendances, mais les dépendances conservent quand même exclusivement une grosse partie des archives. Et donc, finalement, il y a parfois un problème de transmission. Saint-Victor de Paris n'est pas toujours au courant des possessions de ses prieurés. Comme les prieurs se succèdent parfois à un rythme effréné, ils restent parfois en poste 4-5 ans, il n'y a pas une transmission très claire des droits, des archives, des papiers. Ce n'est pas toujours très bien organisé. Et donc, ça va entraîner aussi des usurpations de droits. Donc, la perte de documents importants, c'est aussi l'une des conséquences de cette guerre de 100 ans. Alors, maintenant que j'ai dressé un tableau un petit peu sombre, on va voir justement comment il faut reconstruire. Alors, déjà, les bâtiments ruinés. Bon, première chose, la reconstruction matérielle. On va reconstruire les bâtiments. Il y a 3 cas de figure en réalité au moment de la reconstruction. Lorsqu'on est face à un bâtiment ruiné qui n'est pas utilisable. Soit on l'abandonne et on ne reconstruit pas. Pareil, pendant très longtemps, on a interprété ces abandons de bâtiments comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez d'argent, ils ne vont pas tout reconstruire parce qu'ils ne peuvent pas le faire. En réalité, ils ne veulent pas tout reconstruire. Il y a certains bâtiments qui ne sont pas reconstruits. Ce sont des bâtiments qui sont très anciens, qui ne sont plus beaucoup utilisés. Finalement, ça coûterait plus d'argent de le reconstruire que ça n'en rapporterait de l'utiliser. Je vous donne un exemple. Le prieuré de Bray a 5 granges. Il décide de n'en reconstruire que 4. Pourquoi? Parce que la 5e grange est très éloignée, finalement, de l'endroit où se trouve la majorité de ces terres. Et ils vont plutôt décider d'agrandir la 4e grange et de ne pas reconstruire la 5e. Donc vous voyez, parfois on s'est dit, ah mais là ça veut dire qu'il n'a plus que 4 granges plutôt que 5, ça veut dire qu'ils ont des problèmes financiers. Pas forcément, c'est de la gestion. Certains bâtiments ne méritent pas d'être reconstruits. Ensuite, on va avoir bien sûr la reconstruction. Priorité est donnée aux bâtiments religieux, les églises, qui vont être reconstruites en partie ou améliorées aussi, parfois agrandies notamment. Vous allez avoir les bâtiments canoniaux qui vont être aussi reconstruits. On a très très peu de mentions dans les sources de reconstruction des bâtiments canoniaux. Les seules choses que je peux avoir, ça va être des pièces entières qui vont être refaites à neuf, notamment la chambre du prieur qui va être refaite à neuf. Là, il faudrait plus de fouilles archéologiques pour pouvoir un petit peu s'apercevoir des étapes de reconstruction. Et enfin, c'est aussi une période où on achète. On achète des biens immobiliers. Des hôtels seigneuriaux en ville. Le prieuré de Bray, il est à quelques kilomètres de Senlis, mais c'est déjà trop loin pour le prieur qui doit régulièrement aller à Senlis pour s'occuper des procès du prieuré. Donc il va acheter un hôtel à Senlis pour pouvoir gérer les affaires du prieuré. D'ailleurs, il n'y est pas toujours en personne, c'est parfois ses officiers de justice qui y logent pendant de très longues périodes et qui vont seuls gérer les procès. Donc on a vraiment ces 3 phénomènes au niveau des bâtiments. L'abandon de certains bâtiments, la reconstruction de bâtiments existants et également l'acquisition de nouveaux bâtiments. Ensuite, on va également avoir la récupération des biens et des droits qui ont été perdus, entre guillemets, puisqu'ils les possèdent toujours officiellement, c'est juste qu'ils n'ont pas pu prélever, si vous voulez, les sommes d'argent, durant la guerre de 100 ans. Alors, on va avoir énormément de procès pour arrérage, c'est-à-dire des dettes, tout simplement, de la part des tenanciers. Et on voit que les prieurés sont quand même très actifs et très réactifs. C'est-à-dire que à partir du moment où la situation va être très bien reprise en main, c'est-à-dire vers 1490,
Dès qu'il y a le moindre écart, la moindre somme d'argent qui n'est pas donnée, tout de suite le procès. Alors qu'en 1460, au tout début de la reconstruction, on va être sur des procès qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus compliqués, parce que parfois ça fait 20-25 ans, maximum que j'ai eu c'est 35 ans, que les paysans n'ont pas versé une seule somme d'argent ou donné un seul versement en nature. Donc au tout début, on a des procès pour des dettes qui sont très lourdes, et au fur et à mesure où le prieur reprend les choses en main, et bien là, on va avoir des procès dès qu'il y a des toutes petites sommes d'argent qui sont dues. Donc on a, je vous avoue qu'on a quand même dans les documents, et qui sont très nombreux pour les victorins, on a une efficacité quand même des prieurs pour réclamer l'argent qu'on leur doit. Mais ils font les choses intelligemment. C'est-à-dire que, imaginez, les paysans, ils commencent à sortir eux aussi de la misère. On ne peut pas leur demander 35 ans d'arrérage de rente d'un seul coup. Donc on va avoir des arrangements qui vont être mis en place. Ça va être de payer en plusieurs fois, en quelque sorte. Ça va être aussi des diminutions de dettes. Les prieurs vont accorder contre un paiement immédiat une diminution, un abattement de la somme qui est due. On va avoir également des arrangements, c'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui vont se substituer au payeur pour payer à sa place. Donc on va avoir comme ça véritablement une forme d'assouplissement, parce que l'objectif des prieurs, c'est que les paysans restent dans la seigneurie, c'est qu'ils se remettent au travail, c'est qu'ils aient envie de rester, de reconstruire une maison, d'acheter les terres. C'est pas dans leur intérêt de les ponctionner et qu'ils ne puissent plus finalement rester s'installer dans la seigneurie. Donc ils vont véritablement essayer de s'arranger, même si ils passent systématiquement par la justice. Il y a également les problèmes de bornage. Là, c'est lié aux documents disparus dont je vous ai parlé juste avant. Alors, quand je dis disparus, d'ailleurs, c'est parfois disparu de manière temporaire. On ne savait plus où ils étaient dans le désordre général. Hein. Mais on les retrouve généralement une fois que la situation est rétablie. Ça va être des problèmes de bornage. Pourtant, des terres qui sont bien délimitées depuis le XIIe siècle, on peut avoir des problèmes de bornage avec les seigneurs voisins. Parce que les seigneurs voisins des prieurés vont essayer de grignoter un petit peu. Je vous avoue que les prieurs font la même chose, ce sont des seigneurs comme les autres. Hein. Les prieurs font la même chose, ils essayent parfois de grignoter un petit peu de terre aussi chez le voisin. On va avoir ces problèmes de bornage qui apparaissent aussi fin du XVe, début du XVIe siècle. Donc là, c'est au niveau de la récupération des biens et des droits. Donc là, je vous montre un petit peu au niveau de l'ensemble des prieurés, tous les conflits qu'il y a pu avoir, et vous voyez qu'il y a énormément de conflits de propriété et de conflits pour arrérage, alors qu'au tout début du XVe siècle, on n'avait pas du tout autant de documentation. On a ici véritablement un pic en 1520, c'est quand les prieurés ont rétabli totalement leur situation. C'est à ce moment-là où, comme je vous l'ai dit, systématiquement, dès qu'une petite somme d'argent est due, le couperet de la justice arrive. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ce qu'on nous doit, eh bien, on a la politique de réassencement des terres et de fixation de la population. On a des entreprises de défrichement de terres tombées en friche. Et là, j'ai deux mentions, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est déjà génial. J'ai deux mentions de contrats de défrichement qui ont été passés à l'oral. Donc, je pense qu'il y en avait bien plus, c'est simplement qu'on n'a pas de traces écrites. En fait, dans les deux documents que j'ai, dans les deux baux que j'ai, les paysans passent un contrat à l'oral avec le prieur pour défricher le terrain, et ensuite, à l'écrit, ils font un bail pour l'allocation des terres à mettre en culture. Donc, on a ces entreprises de défrichement qui sont parfois passées à l'oral, et puis on a des baux avec des clauses de labour et des clauses d'entretien. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de donner une terre à un paysan et que la terre, elle reste en friche. Donc, les prieurs vont s'assurer d'une remise en culture des terres en introduisant dans les baux des clauses avec une obligation de labourer et une obligation d'entretenir le terrain.
on peut avoir aussi des clauses de construction de maisons. Leur but, c'est qu'ils viennent habiter dans la seigneurie. Donc on va parfois les obliger, lorsqu'ils prennent en bail une pièce de terre, de construire leur maison sur le terrain. Obligés de construire leur maison sur le terrain. Et parfois, le prieur fait même préciser dans le contrat de quelle taille doit être la maison, comment elle doit être, etc. Donc, vous avez ici véritablement l'idée de contrôler ce qui se passe dans la seigneurie. Faire venir la population et faire en sorte qu'elle reste. On va avoir aussi des baux à longue durée. C'est toujours dans cette idée que les gens restent. On va avoir des baux pour 99 ans ou des baux à plusieurs vies, c'est-à-dire pour plusieurs générations. Parce qu'on veut que les descendants restent aussi sur cette terre. Et puis, on va aussi les attirer où le bail va être avantageux. Par exemple, dans les 5 premières années, ils vont payer moins cher, parce qu'on leur demande de construire une maison. Donc on ne va pas les faire payer plein pot le bail alors qu'ils ont aussi à dépenser de l'argent pour construire leur maison. Donc on va leur dire, vous êtes obligés de construire une maison, en échange pendant 5 ans, vous ne payez que la moitié de ce que vous devez tous les ans. Donc on va avoir comme ça des avantages. Et puis une autre forme de baux que je n'avais pas aussi avant la reconstruction, là pour le coup c'est une innovation de cette période, c'est les baux collectifs. Comme la paysannerie n'a pas retrouvé un niveau d'investissement qu'elle avait avant la guerre de Cent Ans, certaines pièces de terre, on va les bailler collectivement à plusieurs familles. Ça va être divisé en tout petits lots, mais on va faire un seul bail collectif de familles qui vont cohabiter. Donc on va avoir un morcellement de certaines pièces de terre qui, avant la guerre de Cent Ans, étaient possédées par une seule famille. Mais maintenant, les paysans n'ont pas les moyens d'investir autant, et on va subdiviser des terres pour qu'ils puissent quand même s'installer dans la seigneurie. Et comme je vous l'ai dit, à partir de 1500, on a des déclarations de censives qui s'enchaînent. Alors là, je vous montre, excusez-moi, le diagramme avec les clauses de construction et de plantation. Donc des clauses qu'on avait très très peu auparavant. Là, j'ai quelques documents entre 1400 et 1409 qui ont quelques clauses de construction, mais c'est vraiment un cas très particulier. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est généralisé durant la période de reconstruction. Et puis le réassencement, en bleu, ce sont les déclarations. Je n'ai aucune déclaration avant le XVe siècle. Ça ne veut pas dire qu'on n'en faisait pas avant, c'est simplement que c'est un document administratif qu'on négligeait auparavant. Mais là, si vous voulez, les prieurs, ils ont eu beaucoup de procès. Ils ont perdu de l'argent parce qu'on ne leur a pas rendu tout leur argent. Donc ils décident d'être un petit peu plus soigneux avec les registres et ils vont compiler les déclarations des tenanciers. C'est-à-dire que systématiquement, dès qu'un paysan s'installe et prend une terre, une maison, un jardin, une vigne, une pièce de vigne dans la seigneurie, il y a un document qui est signé entre lui et le prieur où il reconnaît posséder telle propriété qui a une taille, voilà, il y a tout qui est mentionné, il y a une description du bien, et il y a également bien sûr l'argent qui est dû et qu'il s'engage à payer tous les ans. Donc ces déclarations, elles sont systématiquement faites et compilées sous forme de registre à partir du XVIe siècle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on ne retrouvait pas avant. Et en fait, c'est en lien avec la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la remise en ordre des archives priorales. C'est en lien avec la modernisation de l'administration dans les prieurés. Et là, c'est quelque chose qu'on a constaté pour plusieurs communautés religieuses, c'est-à-dire qu'on va innover un petit peu dans la manière de conserver les archives, dans la manière de les classer, et on va également créer de nouveaux outils de gestion que l'on n'avait pas forcément auparavant. Exemple concret aussi, c'est l'apparition de cartulaires pour les prieurés. Auparavant, il n'y avait qu'un cartulaire à l'abbaye-mère. C'est-à-dire que les prieurs devaient envoyer des copies de leurs actes les plus importants à l'abbaye-mère. Et c'est l'abbaye-mère qui avait ces cartulaires. À partir de la fin du XVe siècle, on a des cartulaires qui apparaissent pour les prieurés, dans les prieurés, et qui sont faits par les prieurs sans le contrôle de l'abbaye. Là, c'est aussi une nouveauté de cette période de reconstruction. On reconstruit aussi ces archives, si vous voulez. Et on va mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion. On va essayer de faire les choses autrement.
notamment avec la multiplication des écrits administratifs. Pour conclure, donc, il y a eu des destructions matérielles, il y a eu surtout beaucoup de difficultés financières et une désorganisation un petit peu plus globale des communautés religieuses. Il faut savoir que ce que je constate pour Saint-Victor de Paris, c'est quelque chose que l'on constate pour d'autres communautés religieuses et également dans d'autres régions. On a beaucoup d'études régionales qui ont été faites et qui montrent que les difficultés financières ont des conséquences importante et surtout sur le temps long. Les difficultés financières, c'est finalement là où le bas blesse pour ces communautés religieuses. En réalité, le problème, c'est l'insécurité permanente, ce climat d'insécurité permanente, ce qui fait que finalement, reconstruire, c'est un petit peu compliqué. On peut faire des tentatives, on essaye, mais avant 1460, c'est très rare qu'on ait une réelle reprise en main des domaines et également des nouveautés de gestion, comme par exemple le développement de l'écriture comptable. Donc la reconstruction matérielle, c'est quelque chose de crucial, notamment celle des infrastructures agricoles, comme les granges dont je vous ai parlé, mais également la récupération des arrérages, puisque un droit qui tombe dans l'oubli, c'est une perte d'argent pour l'établissement sur le long terme, et également la réaffirmation de leurs droits, puisque les prieurs étant aussi seigneurs aux justiciers, c'est aussi, si vous voulez, symboliquement une contestation de leur pouvoir et de leurs droits. Il s'agit donc, pour cette période de reconstruction, d'une période de transition. Je la vois vraiment comme ça, c'est une période de transition, la reconstruction. Transition dans la systématisation et également l'homogénéisation des méthodes de gestion qu'on retrouve durant toute l'époque moderne. En fait, ça porte en germe tous les mécanismes économiques que l'on retrouvera ensuite durant l'époque moderne. Donc ça a nécessité, une mise en place de stratégies économiques qui vont être déployées parce qu'on est dans un contexte particulier. Si vous voulez, c'est une situation de réponse à une situation particulière. On n'aurait peut-être pas fait les choses de la même manière si on n'avait pas été dans ce contexte de crise. Donc, une réponse à une situation de crise, mais qui porte en elle des mécanismes qui vont être ensuite pérennisés durant l'époque moderne. Et c'est ça qui est important. Reconstruire après la guerre de 100 ans, ça ne signifie pas refaire les choses à l'identique. Au contraire, ça va être s'adapter au nouveau contexte. Alors s'adapter parfois en s'inspirant du passé, en s'inspirant de ce qui a été déjà fait, mais également s'adapter aussi en innovant parfois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à Colley pour cet exposé qui aborde un aspect qu'on avait moins vu dans les communications précédentes et qui repose sur le dépouillement de très vastes archives, vous l'aurez compris. On a peut-être une, deux, trois questions. 2-3 minutes, oui, pour les questions. J'ai vraiment deux petites questions. Il y en a une, c'est simple. Vous avez évoqué donc la volonté politique d'attirer des personnes, pour lutter contre le développement démographique, attirer, fixer des gens. Est-ce que dans les sources, on voit des concurrences presque agressives entre les prieurés pour peupler mon domaine, je vais dire le tien, quoi. Et puis, comment je réagis? Non, ça va être plutôt de l'incitation. On va inciter les paysans. Alors déjà, on va inciter ceux qui étaient partis à revenir sur leur terre, mais on va aussi essayer de convaincre, mais ça va être plutôt en mettant en place des baux qui sont favorables. Il n'y a pas de concurrence vraiment entre les prairies, parce que vraiment, si je dois repeupler avec les paysans, peut-être prendre ceux du voisin, est-ce qu'on en trouve des traces justement? Entre prieuré Victorin, non, parce que j'ai envie de dire, ils sont tous dans la même équipe. Alors, les voisins, ce sont des seigneurs laïcs. On a beaucoup moins de sources aussi précises, malheureusement, pour les seigneuries laïques. Et je n'ai pas vu de conflit pour attirer la population. Par contre, c'est des propriétés, c'est des conflits de bornage. Non. J'ai une seconde question, peut-être un peu petit. Est-ce que ça a été touché pendant tous les conflits qu'il y a eu, est-ce que ça a été touché par la jacquerie? Et est-ce que dans les sources, on voit peut-être des conséquences dans les relations sur les prieurs et puis les paysans
Alors, c'est effectivement une région qui a été touchée par la jacquerie, mais moi, au niveau du prieuré de Bray, c'est ça qui est assez étonnant. Je n'ai pas Très bien. de mention, ouais, je n'ai D'accord. pas du tout de mention. C'est comme si pour eux, la jacquerie n'avait pas existé. D'accord, donc c'est conséquent. Donc, mais parfois, d'un village à l'autre, il suffit qu'il y ait voilà, 1 ou 2 kilomètres près, c'est pas du tout la même situation. La jacquerie est tournée contre les nobles, les seigneuries d'église. donc Oui, c'est pas un en problème. plus, c'est vrai. Ça les concerne beaucoup moins. Mais parfois, il y a. La partie seigneuriale, c'est un truc de Parler de sentiments de crainte, Alors, par contre, au niveau de ce ressenti des habitants, on le voit effectivement au XVe siècle, c'est-à-dire que dans la documentation, parfois ils refusent de payer ce qu'ils doivent. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils le disent eux-mêmes, que pour eux, c'est des choses injustes qui sont prélevées depuis le XIIe siècle, et pour eux, dans ce nouveau contexte, ça n'a plus lieu d'être. On a quand même ces arguments, mais c'est pas dans le contexte de la jacquerie en tant que telle, mais on a bien des contestations. Même dans les livres, Ouais. des contestations sur les anciens bois, les anciens ducs. C'était Ouais, notamment sur les pâturages. Là, je le vois sur les pâturages, puisque les terres appartiennent aux prieurs. Depuis le XIIe siècle, en fait, contre une somme d'argent, ils ont le droit d'utiliser pour leurs bêtes le champ. Et en fait, ils ne veulent plus payer. Ils disent, mais en fait, c'est à nous, on l'utilise depuis très longtemps. Oui, mais il faut payer. À la fin de votre exposé, vous parlez des prémices des arguments comptables. Oui. Ça ressemble à quoi? C'est-à-dire Actuellement, comme type de document. Alors, par exemple, j'ai pas de registre sous forme de livre relié avant le XVe siècle. Pour les livres, il n'y a pas de livre de compte. C'est une reddition à l'oral des comptes qui est faite une fois par an à l'abbé. On va voir l'abbé, on lui dit bah voilà l'argent dépensé, voilà l'argent gagné. Donc le prieur a certainement des notes qui ont disparu, mais on n'a pas, si vous voulez, de livre de compte qui est validé par l'autorité qui est rendu. Et puis les cartulaires, on n'a pas non plus dans les prieurés, et surtout les registres de déclaration. C'est-à-dire qu'on conserve les baux, mais en plus des baux, le paysan doit déclarer qu'il va bien payer, etc. ok, oui, c'est plutôt compétent. Exactement.